Salut les confinés! Vous allez bien pour ce nouveau jour de confinement? Ça va? Ça va, on Bon, tient. ben ça va. Ben écoutez, je pense à vous, mais on pense aussi à tous ceux qui sont comme nous enfermés aujourd'hui, à toutes celles et tous ceux qui, on en a aussi parmi nos confinés, qui ont été solidaires et qui ont été testés ce que ça valait le coronavirus. Donc, on leur adresse un petit salut amical et puis à toutes celles et tous ceux qui se bagarrent aujourd'hui. Et puis, on va reprendre quelques minutes pour du fond de notre confinement, faire un petit point d'actu. Alors, si vous voulez bien, moi, j'ai une première question, une première interpellation. Ce matin, j'entendais le président de la République, ce cher Emmanuel Macron, qui nous disait que nous n'étions qu'au tout début de la crise. Ah oui, ça c'est sûr que vu comment elle a été gérée, on a bien compris qu'on en était qu'au tout début aujourd'hui, mais qui nous disait l'État tient. Alors je me suis dit, c'est formidable, l'État tient, me voilà rassuré. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du fait que l'État tienne si bien apparemment? Parce que si c'est Emmanuel Macron qui tient, franchement, on est mal barré, à mon avis. Si c'est par contre toutes celles et tous ceux qui le font vivre au quotidien, les soignants et les autres, il me semble que ouais, il y a une belle démonstration qui est faite, mais je suis pas sûr moi que Macron il soit pour grand chose là-dessus. Enfin, je vous laisse la parole. Bah, c'est l'État tient même malgré toutes les attaques qu'ils ont lancées juste avant et qui sont en train de prolonger sans aucun doute, hein. C'est surtout nos soignants qui se battent au jour le jour, enfin, avec peu de moyens, pas de masques, et qui retournent au charbon et au casse-pipe, et que c'est grâce à eux, mais pas grâce aux mesures prises par le gouvernement qui a beaucoup trop attendu, qui aurait dû reporter les élections, mais qui ne l'a pas fait. Enfin, trop d'incohérences. Donc, non, c'est grâce à celles et ceux qui travaillent et qui font vivre nos services publics, je pense. Mais moi, je pense que ça tient surtout parce qu'on nous appelle toujours à l'unité, l'unité, l'unité. Et c'est pour ça qu'il tient, sinon il serait déjà tombé depuis longtemps. Et qu'on nous rappelle toujours qu'il ne faut pas polémiquer, on est dans une crise sanitaire. Le moment, c'est dans l'action et pas pas dans la polémique. Et je pense que c'est l'unique façon pour laquelle ils sont encore là et l'État tient encore. Sinon, si on était vraiment dans l'action comme on voudrait le faire, il serait déjà dehors, l'État. Moi, je trouve que c'est un grand révélateur. Moi, je me rappelle de ce que disait quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Inigo Errejón en Espagne, et qui disait l'État tient, mais quand il disait l'État tient, il disait ce sont tous les gens qui font vivre le service public, qui font vivre le pays au quotidien. C'est ceux qui vous permettent, il disait lui à l'époque, de prendre le train à Madrid et d'aller jusqu'à Burgos. Et finalement, aujourd'hui, l'État tient parce que les structures de l'État, à tous les niveaux, à la fois les soignants, mais aussi toutes celles et tous ceux qui assurent la gestion du quotidien, ça continue à tenir. Mais quelle est la responsabilité de celles et ceux qui pilotent ça? On sent qu'eux, ils sont complètement aux abonnés absents. Et moi, je voudrais prendre un exemple là-dessus, c'est la question des masques. Alors, je sais qu'on a été très loin sur cette question, mais il y a des nouveaux éléments qui nous sont donnés. Il y a quand même quelques années, il y avait 1 milliard de masques FPP2 là en réserve, et là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On a fait éliminer les stocks stratégiques pour une meilleure gestion, une gestion de bon père de famille, a dit Sibeth Ndiaye. Non mais elle se prend pour qui celle-là? Elle raconte n'importe quoi. Une gestion de bon père de famille sur ce qui aujourd'hui permettrait de sauver des vies et de faire face à la crise sanitaire. Enfin, je sais pas comment vous voyez ce qu'est cet État aujourd'hui, mais l'État c'est pas eux, c'est nous, hein. Ouais, surtout quand on se rappelle, enfin il y a un rapprochement que j'ai trouvé frappant, c'est quand on compare ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, quand ils ont relancé les commandes de LBD, etc., ça a été immédiat. Il y a eu des commandes massives, ça a été beaucoup commenté. Et là, aujourd'hui, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on est en crise sur ce coronavirus, en alerte maximale, et ils ne sont toujours pas capables d'avoir lancé des productions massives. Alors, ça aurait dû être fait avant. Effectivement, comme tu dis, ils ont interrompu la production en se reportant en fait sur la capacité du privé à assumer cette tâche-là, justement, à dessaisir l'État de cette tâche-là. Et évidemment, ouais. Et en fait, là maintenant, sur ce point-là, ils n'ont même pas, au pied du mur, en fait, ils n'ont même pas relancé des commandes massives dignes de ce nom, alors qu'ils ont été capables de le faire pour armer les forces de l'ordre contre le soulèvement de la population au moment des Gilets jaunes. Et ce qu'il y a de plus scandaleux, c'est qu'on a appris hier qu'ils ont livré les pharmaciens avec des masques qui ne sont même pas des FFP2, qui ne servent à rien en fait, en se présentant comme les grands sauveurs de la nation, mais au final en donnant des choses qui ne servent absolument à rien à la population. Donc ça aussi c'est scandaleux et c'est encore une fois, on voit que ce gouvernement se pose uniquement en communiquant et pas en vrai gouvernant. Bah, depuis le début, l'exécutif est complètement à la ramasse sur cette crise sanitaire, et je rejoins toutes vos interventions, hein, les amis. Et c'est surtout le fait que le point de départ, c'est 2011, comme tu disais, François. Enfin,
avec la rupture des stocks au lendemain de la grippe H5N1. Enfin, on a tout abandonné et puis on voit bien les désordres quand on laisse au privé gérer des stocks et que nous, derrière, les services publics, nos soignants, les hospitaliers n'ont plus rien. Et depuis le début, on a un exécutif complètement à la ramasse sur la crise et nous en sommes qu'au début. Et c'est ce qui me fait craindre le pire pour la suite. Parce que sur les masques, il y a des dates à retenir, mais il y a des gens à mettre derrière ces dates. 2011, c'est Sarkozy et Fillon qui sont responsables. L'étape suivante où on perd des stocks et où on élimine nos propres stocks de masques, c'est 2013. C'est François Hollande, Jean-Marc Ayrault, et ensuite 2015 avec Manuel Valls. On a le nom des coupables, on a le nom des responsables. Ceux-là, ils ne devront pas être épargnés le moment venu, ça c'est clair. Et puis il y a une autre situation qui arrive devant nous, c'est la question des tests. Vous avez vu qu'en France, on fait le choix de tester personne. Il y a d'autres pays qui ont fait le choix de tester les gens et qui ont plutôt bien réussi à gérer la crise. Je pense à la Corée du Sud notamment. Alors, nous, en France, on ne teste personne. C'est pour ça qu'on a pu nous dire à un moment donné qu'il y avait très peu de gens qui étaient concernés. Un pour 50 000 à un moment donné. Ce qui était complètement absurde. Mais là, j'ai entendu le président du conseil scientifique, là, le comité scientifique de Macron, derrière lequel il se réfugie tout le temps, qui disait qu'en sortie de crise, il allait falloir tester de manière massive. Donc j'imagine qu'il va bien falloir des tests. Là, des tests, pour l'instant, on n'en a pas. Est-ce que là, ils vont être capables de prévoir pour les commander, les tests? Sûrement, ça va être le coup de l'argent magique, je pense. Enfin, ils vont nous dire, ça y est, on va pouvoir faire des tests. La preuve en est que des gens comme Michel Barnier ou d'autres ont pu être testés. Et là, ce fameux président du comité scientifique qui nous annonce, attention, on va tout tester, ça craint le retour de flamme pour le gouvernement. Enfin... Ouais, puis surtout, en fait, on se rend compte qu'ils avaient réussi à convaincre à peu près tout le monde que c'était devenu inutile de tester une fois passé un certain stade de l'épidémie. Et en réalité, l'OMS alerte sur le fait qu'il faut maintenant continuer à tester, pas seulement en sortie de crise, maintenant qu'il faudrait tester. Et en fait, bon, enfin, moi, je ne suis pas spécialiste de la question, mais ça paraît évident qu'entre quelqu'un qui est porteur, mais qui n'est pas informé qu'il l'est, et quelqu'un qui sait qu'il est porteur, évidemment, soit sous la contrainte, soit naturellement, on va diminuer les occasions de transmettre le virus là. Donc, bon, voilà, tout est en train de se détricoter dans cette communication. Mais à mon avis, enfin, bon, on revient toujours à cette conclusion. C'est pas seulement parce qu'il est dans le semblant et la communication pure. C'est aussi qu'il y a derrière, et c'est ce qu'on voit avec les lois qui sont en train de passer là, il y a vraiment une intention qui se dessine de façon de plus en plus claire. Enfin, moi, je voudrais quand même revenir juste sur ce que disait Marius quand tu as balancé un nom, et je trouve que tu as bien fait. Tu parlais de Barnier tout à l'heure. Mais nous, on a des potes là qui sont atteints du coronavirus. Ils ont été voir le médecin. Il leur a dit, bah ouais, a priori c'est le coronavirus, mais bon, ça sert au point où on en est, ça sert à rien de faire le test. Ah d'accord. Donc nous, les Pékins, on n'est pas testés. Si on a quoi que ce soit, ou d'ailleurs si on n'a rien, mais on n'est pas testés. Mais alors par contre, les belles personnes, eux, ça, on sait qui l'a et qui l'a pas. C'est-à-dire qu'eux, ils sont testés en permanence. Ils doivent être testés tous les jours. J'en sais rien. On sait que Barnier là, on sait qu'Albert II de Monaco là, on sait que les joueurs de foot l'ont. On savait que les députés tout à l'heure, je vous disais à une époque, il y avait un Français sur 50 000 qui était censé être touché par le coronavirus, mais il y avait un député sur 100. Ça a alerté personne. Ben, c'était quand même un problème. Ça voulait dire que eux, ils étaient testés, mais que nous, on n'était pas testés. Qu'est-ce que c'est cette société à deux vitesses? En plus, on sait tous, tous les ministres, ils ont été testés, alors même qu'ils n'avaient aucun symptôme. Donc, ça montre encore une fois, comme tu dis, une belle inégalité dans le traitement médical, quoi. Bah, tout simplement, cette crise sanitaire est révélateur de la lutte des classes, tout simplement. Enfin, ceux qui ont accès aux moyens, ceux qui ont accès aux scientifiques et aux labos sont testés quotidiennement. Comme le disait Manon, les ministres le sont chaque jour. Et puis, bah, nous, le commun des mortels, on s'en moque. Enfin, on outrepasse. Je t'ai coupé Manon tout à l'heure, mais tu disais que c'était révélateur de la situation dans le pays et finalement de la stratégie du choc qui va un peu plus loin encore. On l'a vu avec ce qui se passe à l'Assemblée et au Sénat. Tu as des billes là à nous donner là-dessus? Ouais, ben, ça se précise, on l'évoquait hier, mais ça se précise aujourd'hui. Il y a rapidement, j'ai vu passer les attaques contre les congés payés, contre les 35 heures. Et effectivement, enfin, là aussi, c'est quand même
incroyable de se dire que, alors qu'on ne cesse de constater l'impréparation et l'incapacité à anticiper de ce gouvernement, par exemple, là, ils sont déjà, leur sujet de préoccupation en ce moment, c'est de se demander, par exemple, si on va pouvoir revenir sur les vacances d'été, si on va pouvoir sucrer les congés pour les enseignants, mais pas que, hein, ça semble toucher un peu tout le monde. Et donc là-dessus, oui, ils sont capables de réfléchir 3 mois avant, alors qu'on aimerait bien, justement, on est toujours en attente de ces masques, de ce matériel vital et d'une réaction. On parle des masques, mais par exemple, la question des respirateurs artificiels, on l'aborde très peu. C'est là aussi qu'il y a vraiment une urgence vitale pour le pays. Voilà, donc il y a un contraste dans les choix d'anticipation qui souligne le caractère criminel de cette gestion de crise. Et pour ajouter un truc à ce que disait Manon, ce qui est encore plus scandaleux avec cette loi qui vient de passer, c'est que du coup, ça permettra au gouvernement de prendre des ordonnances dans le domaine du droit du travail. Donc, comme tu disais, les congés payés qui peuvent être imposés à tous les travailleurs et travailleuses, mais surtout, c'est sans limite de temps. Parce que ce n'est pas précisé la limite de temps et a priori, il y aurait des accords déjà entre l'REM et la droite pour faire perdurer ça après la fin de la crise sanitaire. Donc, en fait, on n'a aucun contrôle. Jusqu'à la fin de la crise sanitaire, sauf que la fin de la crise sanitaire, c'est eux qui vont décréter quand ça sera complètement fini. Parce que ça va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc, ils vont pouvoir étaler ça dans le temps. Et quand il y a un sénateur qui a demandé à mettre une date bien précise, à mon sens beaucoup trop loin, mais qui a quand même demandé à mettre une date, l'amendement a été rejeté au Sénat. Donc, on voit bien quand même la logique qui est la leur derrière. Oui, entre l'avant-projet et le projet de loi, ce que je disais, c'est qu'ils ont rayé le mot provisoire du projet de loi. Donc c'est extrêmement révélateur. Il n'y a aucun doute à avoir sur les intentions derrière. Et puis, peut-être le dernier point qu'on peut évoquer, mais puisqu'on parle maintenant de la sortie, on voit bien que ce qui guide leur pensée, c'est la question économique. Voilà, ils veulent sortir au mieux économiquement. Mais enfin, il y a quand même deux logiques pour sortir au mieux économiquement. La première, c'est à mon sens celle qui a été adoptée par la Chine ou par la Corée du Sud, c'est de dire on va sortir le plus vite possible de la crise sanitaire. Et effectivement, après, eux, ils vont avoir un avantage compétitif parce que ils seront en état de relancer leur économie. Alors que Macron, il est tellement dogmatique que l'ensemble des mesures qu'il prend est prise à travers le prisme justement de préserver aujourd'hui l'économie et de continuer à enfoncer le clou de la logique libérale. Enfin, je ne sais pas si vous partagez cette vision ou si je dis des bêtises. Ce que fait le président de la République est complètement abject et dangereux parce qu'il expose les travailleurs et les travailleuses en se rendant dans leurs usines à des risques sanitaires, alors que dans le même temps, il n'arrête pas de dire à toute la population, restez chez vous, ne sortez pas, faites très peu d'activités ou au moins vos courses et vos rendez-vous médicaux. Moi, je pense qu'il faut faire comme l'Italie et l'Espagne qui ont complètement tout fermé, qui ont cessé toute activité dehors et qui ont sacrifié leur économie pour un temps. Et puis par la suite, ça repartira, peut-être par le plan de relance qui nous est proposé, mais j'ose espérer qu'on n'en voit pas la couleur. Mais moi, je pense qu'il faudrait sacrifier notre économie, que les gens se confinent et qu'on repartira ensuite. Mais inciter les gens à aller au travail est dangereux et irresponsable. Ouais, le plan d'urgence en question, d'ailleurs, on a vu sur 45 milliards d'euros qui ont été engagés, il y a 2 milliards qui sont consacrés à la santé, y compris pour la couverture des congés payés. Donc, des arrêts maladie. Je mélange un peu les choses. Donc, 2 milliards, y compris les arrêts maladie, ça veut dire que c'est rien du tout, sachant que les soignants, ils en réclamaient 4 en novembre, donc avant la crise du coronavirus. Ils estimaient déjà qu'il fallait 4 milliards pour sauver l'hôpital public. Donc oui, la priorité du gouvernement, elle est très clairement du côté de l'économie et pas du tout de notre santé. Bon, mais moi je serais tenté de dire que de toute façon, même quand on va en sortir, hein, vu le prisme qui est le leur, le modèle qui s'apprête à faire perdurer, parce qu'en réalité c'est ça, c'est un modèle dont on ne veut plus. Hein. Il va falloir qu'on reprenne les choses en main, les amis. Hein. Vous, nous, toutes celles et tous ceux qui sont derrière le poste, déjà aujourd'hui il va commencer par falloir tenir un inventaire de toutes leurs saloperies, de toutes leurs responsabilités, de tous leurs crimes. Et puis ensuite, il va falloir déposer l'addition, il va falloir qu'on s'organise pour ça, parce qu'il n'y a pas de raison que toutes celles et tous ceux là qui nous dirigent ne subissent pas à un moment donné la logique de la force populaire qui, elle, porte l'intérêt général, que sont incapables de mettre en œuvre. Bon, comme tous les jours, on adresse un salut chaleureux, fraternel,
à tous ceux qui soignent, qui travaillent pour nous d'une manière ou d'une autre. On sera tous à 20h à nos fenêtres pour leur adresser un vrai coucou et leur apporter un peu de chaleur et s'apporter aussi un peu de chaleur en pensant aussi à toutes celles et tous ceux qui sont isolés parmi nous. Et puis on se retrouve demain avec d'autres confinés, des nouveaux confinés, peut-être vous. Allez, salut à tous. Salut les amis. Et